vais vous parler un peu de la prise en charge des troubles de la déglutition au sein de notre service de rééducation post-réanimation respiratoire. Bon, j'ai aucun conflit d'intérêt. Donc le SRPR, c'est un service charnière entre la réanimation et les soins de suite. Donc on accueille des patients qui sortent directement de réanimation, qui ont fait des longs séjours en réanimation souvent, 30 à 40 jours en moyenne, qui sont trachéotomisés, dont le sevrage ventilatoire est difficile et qui ont souvent aussi une neuromyopathie de réanimation. Donc on propose à ces patients une rééducation intensive, donc de la kiné motrice et respiratoire, de l'orthophonie pour les troubles de déglutition et une prise en charge diététique pour la renutrition, parce que bien souvent ce sont aussi des patients qui sont très dénutris. Donc le SRPR de Forcy est ouvert depuis janvier 2015, on a 12 lits et en 2018 on voit qu'on a reçu une majorité d'hommes. La durée moyenne de séjour était de 38 jours, l'âge moyen 65 ans et pratiquement tous nos patients étaient donc trachéotomisés. Pratiquement tous aussi ont été vus au moins une fois en orthophonie. 29% des patients mangeaient déjà quand ils sont arrivés au SRPR, donc ils n'avaient pas d'entéral. Il y en a 42% qui sont arrivés avec une sonde nasogastrique. On a posé une sonde de gastrostomie à 16% d'entre eux et seulement 13% sont arrivés avec une gastrostomie. Donc on va aborder quelques causes possibles, des causes un peu iatrogènes liées à la réanimation qui peuvent engendrer des troubles de déglutition, en commençant par les conséquences de l'intubation justement, parce que pratiquement tous les patients qu'on a au SRPR ont été intubés avant d'être trachéotomisés. Donc la sonde d'intubation maintient la langue en position basse, en fait, ce qui peut causer une atrophie. Elle passe entre les cordes vocales, les maintient en position ouverte, ce qui peut engendrer un défaut de fermeture glottique avec des conséquences sur la phonation et sur la déglutition. L'intubation peut aussi engendrer un œdème laryngé et les jours suivant l'extubation, on peut observer un retard de déclenchement du réflexe de déglutition et un réflexe de toux réprimé. On est aussi confronté aux conséquences de la sonde nasogastrique qui présente un facteur de risque de régurgitation parce qu'elle maintient le sphincter supérieur et le sphincter inférieur de l'œsophage ouvert. Il y a un risque aussi d'œdème et de défaut de mobilité des aryténoïdes. Elle peut gêner la bascule de l'épiglotte, peut entraîner des douleurs, notamment à la déglutition. Elle génère une stase salivaire dans les sinus piriformes et retarde le déclenchement du réflexe de déglutition, là aussi. Et je pense que ces risques sont accrus si c'est une sonde de Salem, parce qu'elle est plus rigide. Dans l'idéal, il ne faudrait pas garder une sonde nasogastrique plus de 3 semaines, donc il faut penser à envisager une pause de gastrostomie, d'autant plus si le patient fait des fausses routes. Tous nos patients sont au départ porteurs d'une canule à ballonnet à cause de la ventilation. Donc, quand le ballonnet est gonflé, le flux aérien est dévié, ce qui entraîne une perte de sensibilité, donc c'est ça qu'on appelle la désafférentation. Les cordes vocales restent ouvertes, donc ce qui rend la phonation impossible, et les patients ne peuvent pas non plus tousser, racler, cracher, et donc se dégager en cas de fausse route ou de stase pharyngolaryngée. Les muscles sont atrophiés par non-utilisation. L'élévation et la projection antérieure du larynx sont entravées. Le ballonnet peut aussi comprimer l'œsophage. Et si la pression du ballonnet est trop élevée, il y a des risques de sténose, de nécrose, de fistule, trachéomalacie, etc. Et même quand le ballonnet est dégonflé, il prend quand même de la place dans la trachée, donc il limite le passage de l'air, et il peut frotter un peu contre les parois et causer des irritations, sauf si c'est un modèle de canule avec un ballonnet plaqué. Donc il ne faut pas manger ballonnet gonflé, parce que c'est contraire à la physiologie normale de la déglutition. Et de toute façon, le risque de fausse route existe aussi quand le ballonnet est gonflé. Parce que le ballonnet, il faut savoir qu'il n'est pas à 100% étanche. Les sécrétions et tout ce qui stase au-dessus, ça peut s'infiltrer un peu autour. Et cette stase, justement, au-dessus du ballonnet, ça favorise l'inhibition des réflexes d'expulsion, voire du réflexe de déglutition. Donc la canule à ballonnet peut carrément induire des troubles de déglutition. Donc voilà pour les 3 principales causes iatrogènes un petit peu de la réanimation. Et maintenant, on va s'intéresser au bilan de déglutition. Donc, avant d'envisager de faire un essai de déglutition, on attend qu'il y ait une certaine progression dans le sevrage ventilatoire, parce que la ventilation mécanique ne permet pas de se rapprocher des conditions physiologiques de la déglutition.
et ne permet donc pas d'obtenir une déglutition fonctionnelle. On donne donc vraiment la priorité au sevrage et on ne se précipite pas pour faire reprendre l'alimentation au patient. Donc si le patient est ventilé 24 heures sur 24, il est en entérale exclusive, toujours en ayant en tête qu'on privilégie la gastrostomie. Et si le patient est capable d'être en ventilation spontanée quelques heures dans la journée, on change la canule en général pour mettre un modèle qui est plus adapté à la rééducation et on peut commencer les essais de déglutition. Donc le bilan orthophonique, il se décompose un peu en deux étapes, donc l'évaluation des prérequis et l'essai alimentaire. En sachant que là, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, la première des conditions pour faire un essai, c'est que le patient soit suffisamment vigilant. Donc on dégonfle le ballonnet, on met la valve phonatoire pour rendre la toux possible et on voit un peu comment le patient gère sa salive. Donc si le patient se noie vraiment dans sa salive pendant de longues minutes, c'est que c'est peut-être un petit peu tôt pour faire un essai, tout en sachant quand même que c'est normal pour un patient qui a gardé un ballonnet gonflé pendant un certain temps de faire des fausses routes salivaires. Donc ça ne doit pas être non plus un frein à faire l'essai de déglutition. À savoir, même si c'est rarement fait dès le bilan initial, que c'est possible de colorer la salive en trempant une sucette dans du colorant alimentaire pour pouvoir voir un peu les inhalations salivaires quand on aspire. Donc dégonfler le ballonnet et mettre la valve phonatoire, ça permet aussi d'apprécier la qualité de la voix. Est-ce qu'elle est soufflée, ce qui pourrait laisser entendre qu'il y a un défaut de fermeture glottique? Est-ce qu'elle est un peu mouillée, donc ça pourrait nous dire qu'il y a une stase salivaire? Ensuite, on évalue les praxies bucco-faciales, l'élévation laryngée et les mécanismes de protection, donc l'efficacité de la toux et du raclement. Puis, si possible, on procède à l'essai alimentaire. Les buts du bilan étant bien sûr de savoir si le patient fait des fausses routes ou pas, si oui, à quelle texture, mais aussi d'évaluer les mécanismes physiopathologiques. Et pour information, en 2018, parmi les patients évalués, il y en a plus de la moitié qui présentaient des troubles de déglutition. Donc avant d'aborder la progression de la reprise alimentaire, je précise que les effets se font ballonnet dégonflé, chemise interne fenêtrée si la canule est fenêtrée, avec une valve ou un bouchon. Les aliments sont toujours colorés pour détecter les fausses routes silencieuses. Donc on utilise une couleur par texture de façon à savoir en aspirant, en fonction de la couleur qu'on aspire, à quelle texture le patient a fait une fausse route. Le schéma qui va suivre est une sorte d'arbre décisionnel illustrant la progression de la reprise alimentaire telle que nous, on l'a fait au SRPR de Forcy, en sachant que moi, je suis au SRPR tous les jours, donc je sais que ce n'est pas forcément reproductible partout. Le premier essai, en général, on le fait avec un yaourt semi-liquide et un périllement de froid. On teste quand même les liquides dès le départ, parce que le patient ne fera pas forcément de fausse route au liquide. Et même s'il en fait, au moins ça permet de voir s'il y a un réflexe de toux ou pas. S'il n'y a pas de fausse route, on fait un nouvel essai le lendemain avec des choses un peu plus difficiles. Et si là, en revanche, on observe des fausses routes, on retourne à la texture précédente en proposant une rééducation. S'il n'y a pas de fausse route, on peut essayer un repas dès le lendemain, en semi-liquide ou en mixé, en fonction des capacités du patient. On maintient quelque temps la texture la plus adaptée en visant une augmentation progressive des ingestats, le but étant de faire évoluer les textures progressivement pour viser la reprise d'une alimentation la plus normale possible. Si en revanche on observe des fausses routes dès le premier essai, on propose bien sûr une rééducation, tout en poursuivant quand même les essais, parce qu'ils font partie intégrante de la rééducation. Et on peut également proposer une posture de sécurité. S'il y a des fausses routes malgré la posture, l'alimentation péros n'est pas autorisée, mais on poursuit les essais et la rééducation, le but étant toujours le même. Si la posture permet d'éviter les fausses routes, on maintient cette posture aussi longtemps que nécessaire. On poursuit la rééducation, mais le patient peut manger dans la texture adaptée, sous surveillance, en respectant les consignes, toujours en visant la même progression et les mêmes buts. Si besoin, le bilan de déglutition peut être complété par une nasofibroscopie et ou par une radiocinéma. En général, on fait plusieurs essais avec l'orthophoniste avant d'autoriser le patient à manger seul. Et ce protocole n'est bien sûr qu'une trame. Il est adapté à chaque patient au cas par cas. Mais ce que j'aimerais surtout vous faire comprendre, en fait, c'est qu'il ne faut pas avoir une vision binaire de la déglutition. On fait un essai avec du yaourt, il y a une fausse route, catastrophe, on arrête tout, il ne mange plus. Ou à l'inverse, ça se passe bien avec du yaourt, il n'y a pas de problème, il mange en texture normale. Et voilà, il y a des choses à mettre en place pour les patients. On va en voir certaines brièvement en abordant les troubles les plus fréquemment rencontrés,
quelques causes possibles et quelques exemples d'exercices. Donc en fait, soit les troubles sont préexistants et ont entraîné la réanimation, comme une pneumopathie d'inhalation par exemple, soit c'est la réanimation qui a elle-même engendré des troubles, comme on l'a vu avec l'intubation, la sonde nasogastrique, la canule, etc. On a souvent des patients qui ont un défaut de fermeture glottique et pour qui j'entends oh là là, il y a une corde vocale qui ne bouge plus, on ne peut rien faire. Heureusement, ce n'est pas vrai, il y a des exercices qui existent. Les patients ont souvent aussi une hypotonie linguale, donc là aussi, il y a des exercices à proposer pour améliorer la mobilité et la tonicité de la langue. Le défaut d'élévation laryngée, en fait, il est souvent dû à la présence de la canule, donc la décanulation entraîne parfois une amélioration des troubles de déglutition. Une mauvaise coordination entre la respiration et la déglutition, ça c'est très courant chez nos patients insuffisants respiratoires. On peut aussi avoir un trouble de sensibilité, donc là ce qui est important en fait c'est surtout de favoriser la réafferentation laryngée. Et on a bien souvent aussi des patients qui ont un œdème laryngé, et là pour le coup il n'y a pas vraiment de rééducation orthophonique à proposer, à part adapter les postures et les textures éventuellement. Donc en fait on est passé assez vite là-dessus, mais le but c'était juste de vous faire comprendre que la prise en charge des troubles de la déglutition, ça ne se limite pas à faire une succession d'essais alimentaires. Il y a d'autres choses à mettre en place en parallèle, il y a des perspectives de rééducation. Et cette prise en charge participe à atteindre l'un des objectifs principaux du séjour au SRPR, qui est la décanulation. Donc, concernant justement la trachéotomie, un patient au SRPR de Forcy reste en moyenne trachéotomisé pendant 46 jours. On décanule les patients au bout de 17 jours dans le service en moyenne. Et en 2018, 71,7% des patients ont été décanulés. On a remarqué que plus les patients sont envoyés précocement après la trachéotomie et plus vite on les décanule. Donc autant nous les envoyer le plus rapidement possible. Et concernant la reprise alimentaire, qui est un autre objectif du service de séjour au SRPR, en 2018, 79% des patients s'alimentaient péros à leur sortie du SRPR. La moitié d'entre eux avaient besoin de compléments alimentaires. 29% des patients ont gardé une entérale, qu'elle soit exclusive ou de support. Donc en fait, cette prise en charge repose sur un travail d'équipe vraiment solide qui peut passer par la formation des infirmiers, des aides-soignants pour repérer les troubles de déglutition, surveiller les patients pendant les repas. Et la reprise alimentaire est souvent un premier signe de guérison pour les patients et un premier pas vers la sortie du milieu hospitalier. Donc, comme vous avez pu le voir, le rôle des orthophonistes dans la rééducation des troubles de la déglutition est essentiel. Cette rééducation s'inscrit dans une prise en charge pluridisciplinaire et le meilleur moyen de se former, c'est de venir apprendre sur le terrain. Donc, on sera ravis de vous accueillir si vous le souhaitez. Voilà, je vous laisse mon adresse mail si jamais vous voulez me contacter.